Bah oui, toujours un peu de stress au début des gens. Tu sais jamais qui tu vas avoir en face de toi, donc du coup, c'est... C'est ça, c'est ça. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Digital Loire Valley. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau Digitalk. Aujourd'hui, je reçois Vincent Péchon. Salut Vincent. Salut! Vincent, tu es vidéaste, tu fais des vidéos et tu accompagnes les entreprises, les entrepreneurs à utiliser la vidéo dans leur activité, leur business pour promouvoir leurs produits, leur image, leur marque, trouver des clients, interagir avec une communauté, se différencier. Bref, la palette est longue et je veux spoiler personne, donc je m'arrêterai là. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Yes, merci. Il y a du monde qui arrive, ça fait plaisir. Ouais, il y a du monde qui arrive. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, on vous a mis, pour ceux qui nous rejoignent, on vous a mis un petit sondage, pas très compliqué, hein. On vous demande dans l'espace sondage, je vous invite à y répondre, hein. Avez-vous déjà utilisé la vidéo dans votre activité, tout simplement, hein, parce que en fonction, ça permettra à Vincent de voir un peu qui est là, voilà, savoir si vous avez déjà quelques petites connaissances en vidéo, quelques expériences. L'objectif, c'est aussi que vous puissiez interagir avec Vincent de vos situations, de vos expériences par rapport à la vidéo dans votre activité. Donc, comme d'habitude, vous avez la boîte à questions. On pourra aussi vous inviter à venir sur scène pour expliquer un peu ce que vous faites et les questions que vous avez par rapport à la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est entre nous. C'est vraiment un bon moment qu'on va passer ensemble. J'ai une Vincent, question. Ouais, il y a le. Est-ce que vous pouvez voter tous ou pas, ou est-ce que, parce que je vois que nous on a dans le sondage il y a marqué soumettre le vote. Je ne sais pas s'ils peuvent. ouais, soumettre le vote, S'il y en a qui ont voté, ok. c'est quand tu choisis. Normalement, les participants ont accès au sondage, donc Ok. voilà, je vais vérifier, mais normalement c'est bon. Voilà, donc on vous laisse. Ah oui. Ok. Oui, effectivement. Voilà, alors tu as les résultats normalement, Vincent, en cliquant sur le C'est petit ça, icône. ouais, j'ai les résultats en direct. Ouais. Voilà. Et, oui, et là, vous êtes une majorité à dire que vous avez déjà utilisé la vidéo, hein, Exactement. 80% à peu près. Mais la question, c'est pas de l'utiliser, c'est de l'utiliser correctement, savoir dans quel objectif. Et est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'était satisfaisant? Et puis, si ça l'était pas, qu'est-ce qui a bloqué? Donc, voilà, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à nous dire dans le chat un peu plus dans le détail. Ouais, carrément. Voilà, ceux qui ont utilisé la vidéo, vous nous dites quel est le résultat pour vous et est-ce que vous aimeriez améliorer. Et puis ceux qui ne l'ont pas utilisé, peut-être dites-nous ce qui est bloquant. Et comme ça, ça permettra à Vincent d'orienter la conversation utilement pour vraiment vous apporter la valeur que vous attendez ce matin. Voilà. Super. Bon, on va suivre ça d'un œil et puis Vincent, je te laisse démarrer en attendant Ouais, c'est parti. les retours. Carrément. Super, merci, bonjour et heureux. Donc on va parler vidéo. L'idée c'est que là, moi je vous donne pas mal d'informations sur la vidéo de manière générale. Rattachez ça justement à vos stratégies de marketing digital. Vous donner quelques exemples un petit peu dans quel cadre on peut utiliser la vidéo, quels sont les objectifs, quel type de contenu on peut faire et surtout, moi je vais beaucoup échanger avec vous sur vos problématiques liées à la vidéo, quelles sont vos interrogations précises liées à votre activité, comment moi je peux vous aider justement à débloquer tout ça et que vous puissiez être plus ou moins autonome sur la vidéo. Donc petit rappel quand même par rapport à la vidéo, aujourd'hui on est à peu près à plus de 82% du trafic mondial qui est réalisé en vidéo. C'est-à-dire que sur 100% du trafic Internet mondial, vous avez plus de 80% où on n'a que de la vidéo. Alors évidemment, on a Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube, mais on a aussi toutes les vidéos qui vont circuler sur TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. etc. Donc la vidéo, aujourd'hui, elle est partout. Elle est utilisée à plus ou moins bon escient, évidemment. Comme tout ce qu'on crée, il y a toujours un bon et un mauvais côté.
Et donc là, l'idée, c'est de savoir bien distinguer justement les bons contenus. Et c'est pour ça qu'on a des équipes marketing aujourd'hui qui sont vraiment dédiées à la création de contenu vidéo pour bien comprendre, bien cerner les besoins des utilisateurs, des consommateurs. Et notamment, justement, le fait de bien connaître les consommateurs fait que justement, on a des contenus vidéo qui sont bien utilisés, qui sont bien ciblés, et qu'on a donc ces fameux consommateurs qui achètent majoritairement après avoir vu une vidéo sur les réseaux sociaux, une ou plusieurs vidéos, évidemment. Je pense qu'on est tous dans le même cas en tant que consommateur B2C. On va tous, je prends l'exemple des grandes surfaces. Vous avez tous vu des spots de pub pour des nouveaux produits, le jambon Herta, le Rémichon, machin, tous ces trucs-là, bref. Donc, mais vous allez, dans un premier temps aussi, regarder des contenus liés aussi aux marques. Est-ce qu'elles proposent à leur éthique, à leur activité? Est-ce qu'elles sont bien domiciliées en France? Est-ce qu'elles font bien du travail? Est-ce que le Made in France, etc., etc. Et donc, tout ça, en fait, fait que aujourd'hui, on avait ce fameux consommateur qui est un petit peu toujours d'actualité, mais aujourd'hui, on est vraiment dans la recherche approfondie du produit, du service, de ses fonctionnalités, pour savoir si oui ou non j'ai envie de l'acheter. Donc que vous soyez dans du produit ou du service, de toute façon, ces contenus-là, ce que je vais vous dire sur la vidéo, ça marche pour les deux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est voilà, plus de 60% des consommateurs achètent après avoir vu une vidéo sur les réseaux et veulent aussi plus de vidéos de marques sur les réseaux ou de manière générale sur le web. Ça montre aussi qu'on a, pour les entrepreneurs ou les entreprises qui ont des services com, qu'il y a une vraie demande en fait du consommateur, qu'il soit B2B ou B2C, d'avoir du contenu vidéo, peu importe quel type de contenu, enfin quelle utilisation on va en faire, mais ils veulent consommer de la vidéo. Donc ça, c'est extrêmement positif pour nous qui travaillons dans la com. Ça, c'est le nombre de vues sur mobile chaque jour. Je pense que le chiffre varie un petit peu, mais c'est une moyenne globale. Ça vous donne un petit peu aussi la possibilité d'être vu et présent, peu importe le réseau dans lequel vous êtes. Et aussi un autre avantage, c'est que si vous avez un site web, landing page, page de vente, etc., rajouter de la vidéo, ça permet justement d'augmenter le temps passé sur votre site. Et donc le fait que vous passiez plus de temps sur votre site, ça favorise l'algo, puisqu'il va se dire, tiens, il a l'air de naviguer pas mal sur le site, de regarder ce qui se passe, de passer du temps dessus, donc je vais le faire remonter. Donc c'est aussi un objectif de référencement d'avoir des bonnes vidéos qui sont bien référencées aussi. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans les échanges. C'est ça, justement, Vincent, excuse-moi, je te coupe. Ouais, je t'en prie. J'ai l'impression que la vidéo, notamment sur les sites, c'est quelque chose d'assez nouveau, non? Ça a un peu explosé assez récemment, parce que les vidéos réseaux sociaux, YouTube, etc., bon, ça a quelques années, mais la présence des vidéos sur les sites, c'est peut-être un peu plus récent. C'est plus récent, c'est surtout mieux amené. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de dépenser 3000 balles dans une vidéo qui va vous durer 2 minutes, ou 3 minutes, ou 4 minutes, au secours, et où vous allez passer justement, vous allez présenter votre activité sur une vidéo très corporate, très aseptisée, en fait, très lisse, et où en fait, vous allez plus ennuyer votre prospect qu'autre chose. En revanche, si vous mettez plein de petites capsules vidéo, je vous donnerai des exemples, mais on peut en parler maintenant, sur des témoignages clients, sur des présentations, des tutos de produits, de services, comment marche mon service, comment marche mon application, comment ça marche, comment marche mon produit, le packaging, comment je l'envoie, etc. Tout ça, c'est vrai que c'est assez nouveau et ça permet justement d'avoir un vrai site de contenu où en fait vous allez vous approprier, vous en tant qu'entrepreneur indépendant, vous allez vous approprier votre site comme un espace média. En fait, vous allez devenir votre propre média, vous allez mettre par exemple une sorte de web TV, vous allez mettre l'exemple sur le site Digital Art Valley, vous allez mettre tous les replays des digital, que vous allez mettre les after movies des différents afterworks qui sont réalisés. Et en fait, c'est vraiment un espace média où vous allez pouvoir consommer du contenu lié justement à la marque du produit ou du service que vous proposez. Et ça, c'est assez nouveau, c'est vraiment le fait de
qu'aujourd'hui, comme tu dis, Guillaume, on partageait sur les réseaux, on utilisait YouTube, Facebook, Instagram pour faire référencer nos contenus, principalement la vidéo. Et aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, on intègre ça sur nos propres sites. Et donc, ça permet d'enchaîner aussi avec le fait que quasiment 100% des marketeurs disent que la vidéo aide les utilisateurs à mieux comprendre un produit ou un service. Je prends l'exemple des small business que je suis beaucoup sur TikTok, des gens qui font pas mal de print en demande, des choses comme ça, qui vendent leur petit suite, ils ont leur machine pour imprimer les étiquettes, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc un petit peu, ils font chauffer un peu un truc un petit peu, mince, pas de la broderie du tout, une sorte de... J'ai oublié le nom, mais bon, peut-être que vous m'aiderez à un moment donné. Flocage, merci, exactement. Voilà. Le fait de faire ça, en fait, il y a plein de small business sur TikTok qui sont lancés et qui montrent un petit peu au quotidien comment ils font pour justement, venez avec moi aujourd'hui, je vous montre comment ça se passe une journée avec moi. Donc là, je prépare mes commandes, machin, j'imprime mes bons, mes étiquettes, mes trucs, je fais mes petits colis avec des petits stickers, des petits mots personnalisés, etc. Et en fait, on rentre un peu vraiment dans le behind the scene, en fait, dans le backstage de votre business, et on se dit, mais ça a l'air trop cool, en fait, c'est trop bien, c'est vachement intéressant, je vois ma commande en temps réel se préparer, etc. Et ça rassure beaucoup le client parce que vous montrez vraiment l'envers du décor, vous avez cette honnêteté, surtout cette transparence dans votre démarche. Est-ce que c'est pas quand même un peu de la mise en scène aussi, tout ça? Parce que, tu vois, est-ce que c'est pas une manière de dire, on va vous montrer les coulisses, mais bon, on va vous montrer la partie des coulisses qu'on veut bien vous montrer, quoi. Ça dépend. Disons qu'en fait, de la vidéo, déjà, il y a une certaine scénarisation à préparer, hein. Vous préparez un script, vous savez quel plan vous allez tourner, donc il faut que ce soit prêt, etc. Quand vous faites de la vidéo, vous faites un tournage, même si vous faites un tournage dans votre chambre, vous n'allez pas faire un tournage avec votre lit qui n'est pas fait, avec votre bureau qui est en bordel, avec un arrière-plan dégueulasse, avec votre chat qui miaule quand vous êtes en train d'enregistrer. Donc il y a quand même une préparation en amont qui se fait. Ensuite, vous avez... si vous montrez l'envers du décor, le public attend de vous que vous soyez aussi honnête. Il y a beaucoup de marques qui ne veulent pas forcément jouer le jeu, qui montrent que le côté où on embellit vraiment ce truc-là, où on se dit on va montrer que ça, et juste ce petit bout qu'on va montrer, c'est censé représenter la culture de l'entreprise, l'ambiance, etc. Et le problème, c'est que si vous utilisez la vidéo pour faire ça, et que les gens viennent ensuite soit travailler chez vous, soit être clients chez vous, et voient vraiment, réellement l'envers du décor, vous allez vous prendre, je pense, un retour de bâton qui va être monstrueux parce que votre vidéo elle va sortir, elle va être là, sauf que du coup, on va pouvoir se servir de cette vidéo pour démonter l'entreprise dans laquelle vous êtes allé en tant que client ou salarié, parce que en fait, c'est pas la réalité. Et aujourd'hui, les gens sont très, très à l'écoute, très alertes quand même de la réalité qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. Donc, non, un conseil, du coup, évitez la tromperie. Voilà, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, quoi. Ensuite, concernant la partie marketing digital, c'est vrai que quand on se dit je vais faire de la vidéo, c'est un peu comme dire tiens, je me réveille un matin, je vais faire de la com. Faut savoir que vos contenus que vous allez créer, vous allez produire, que ce soit une newsletter, un article de blog, des posts sur les réseaux sociaux ou de la vidéo, ça ne va pas avoir un impact immédiat. Il peut y avoir une certaine viralité qui peut se faire assez rapidement, mais vous allez miser sur du long terme. Donc, avant de vous dire tiens, je vais me lancer sur de la vidéo, il faut que vous réfléchissiez déjà dans votre stratégie de marketing digital. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Le marketing digital, pour moi en tout cas, ce que j'en définis, il y a 4 grands axes. Il y en a certainement d'autres, mais 4 grands axes principaux sur lesquels il faut que vous vous positionniez, sur lesquels il faut que vous travaillez en amont avant de vous lancer vraiment dans votre communication en vidéo. Ça va être votre site web. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Guillaume. Voilà, travaillez votre site web comme une vraie page de vente, comme un vrai site où vous allez vendre vos produits, vous devenez un vrai média, un vrai espace de contenu. Travaillez votre référencement.
naturel ou payant. Votre référencement aussi au sein des vidéos, hein, il faut que vous puissiez avoir des vidéos qui soient bien référencées, avec des bonnes descriptions, les métadescriptions, avec des bonnes balises, avec des bons mots en fait qui font que quand les gens vont taper, je sais pas, je prends l'exemple, je vois que Clémentine est là, donc je prends l'exemple de Clémentine, croquettes animaux, made in France, et je veux que du coup le site, la marque de Clémentine, elle arrive en premier tout de suite, et que je me dise bon super, trop bien en fait, et que en plus de ça, c'est pas même pas le site qui va arriver en premier, c'est les vidéos qui sont associées soit au site, soit à la chaîne YouTube de Clémentine, parce que elle va présenter justement le produit, les nouveautés, comment ça fonctionne, un petit vlog, comment est-ce que je vais aller chez mes fabricants pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, le côté envers du décor, mais aussi, tenez, voilà, les retours clients, etc. Et ça, en fait, faut savoir que votre vidéo, si elle est bien référencée, elle a 53 fois plus de chances d'arriver en premier que votre site web. Si vous allez sur Google, pardon, et que vous tapez croquettes chat stérilisé, vous allez voir que normalement, vous avez des vidéos qui arrivent en premier, et ensuite, vous avez les sorties de sites avec les ads, et ensuite, vous avez les sites sans ads. Et votre vidéo, si vous allez bien référencer, bien travailler, vous êtes sûr qu'elle arrivera en premier et que les gens cliqueront dessus parce qu'ils préféreront voir une vidéo qui dure 2 minutes ou 1 minute plutôt que de se trouver sur un site où il y a beaucoup de texte et on ne va rien comprendre. On est de plus en plus feignants, tous, consommateurs comme on est, et donc on a besoin vraiment d'aller à l'essentiel, d'aller au plus clair. Donc épurez un maximum aussi vos contenus écrits pour maximiser votre référencement. Ça ne sert à rien dans votre référencement de mettre 50 000 mots-clés, c'est inutile. D'ailleurs, Vincent, sur la partie référencement, c'est assez nouveau finalement, l'affichage dans Google des vidéos, enfin le fait que ce soit vachement augmenté, parce que pendant longtemps, on a tous connu les pages, qui étaient des pages de texte en fait, hein, avec des métadescriptions issues des sites. Et puis, il y avait un petit onglet vidéo quand on voulait chercher spécifiquement du contenu vidéo dans Google. Mais c'est finalement assez récent que Google pousse la partie vidéo dans les résultats naturels des recherches. Ouais, parce qu'il a vu qu'il y avait un vrai, un vrai intérêt, évidemment, hein, il joue le jeu de l'algorithme, hein, c'est de dire, il y a un vrai intérêt là-dessus, ok, les gens sont intéressés, les gens veulent plus de vidéos, je vais pousser la vidéo dans les résultats de recherche. Et donc, effectivement, il y a toujours l'onglet vidéo qui existe. Mais même moi, aujourd'hui, en tant que consommateur, quand je veux taper, je veux chercher des extraits de films ou juste une bande-annonce ou je sais pas, par exemple, des présentations de produits, je vais tout de suite cliquer soit dans l'onglet vidéo, soit sur les résultats de recherche vidéo qui vont apparaître en premier. Souvent, les tutos sont très bien positionnés sur ce genre de trucs. Comment réparer une machine à laver, plutôt que d'avoir un long texte, Google il va mettre tout de suite une vidéo 10 minutes où on voit quelqu'un qui va démonter une machine à laver, quoi. Exactement. Et je préfère largement, moi qui ne sais pas entretenir une machine à laver, parce que je ne sais pas faire, je préfère largement regarder un tuto sur YouTube. Le mec, il va t'expliquer avec un vrai étude de cas de « Ok, voilà comment ça marche, ça c'est ça », avec une vraie pédagogie en fait dans l'explication, plutôt que d'avoir un mode d'emploi avec des schémas où on ne comprend rien, quoi. Enfin, c'est pareil pour les meubles. Je préfère avoir quelqu'un qui me fait une vidéo, qui me dit « Voilà comment on monte tel meuble », et ça, personne ne le fait, j'ai l'impression. Hein, juste un meuble Ikea, encore ça va les meubles Ikea, mais des meubles un peu plus complexes où tu as des schémas où tu comprends rien, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus interactif, plutôt que de lire justement une documentation qui, des fois, est un peu trop complexe. Donc ensuite, on parle des réseaux sociaux, évidemment. Hein, si vous n'avez pas défini les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez aller, ça va être compliqué de se dire, je vais faire de la vidéo, ok, mais je vais la faire où ma vidéo? J'ai un compte LinkedIn, j'ai un compte Instagram, très bien. La vidéo, LinkedIn, ouais, non, j'ai pas trop envie parce que c'est pro. Et ensuite, ouais, Instagram, non, je suis pas trop fan. Si vous vous dites, tiens, je vais me lancer sur un troisième réseau parce que je vais faire que de la vidéo, en fait, ça, oubliez tout de suite. Maximisez les réseaux sur lesquels vous êtes. Et si vous vous sentez à l'aise de faire de la vidéo, faites-le, bien évidemment. Mais si vous avez vraiment envie de faire de la vidéo, restez sur les réseaux que vous utilisez et où vous êtes sûr que vous allez attirer vos leads et vos clients. Ça ne sert à rien d'aller sur un nouveau réseau pour vous dire je vais faire que de la vidéo là-dessus. Et en plus de ça, LinkedIn, même si LinkedIn fait moins de portée sur la vidéo, il y a beaucoup plus d'impact et de retour sur investissement.
Et Instagram, pareil. L'avantage, c'est que, comme je le dis, c'est que vous avez un retour sur investissement qui est sur du long terme. Moi, j'ai encore des vidéos que j'ai postées sur LinkedIn il y a plusieurs semaines, même début février, qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui commencent à cumuler, qui continuent de cumuler des vues, etc. YouTube, c'est pareil. Si vous avez envie d'avoir une vraie stratégie YouTube avec des contenus plus ou moins longs, il faut que vous misiez sur du long terme. Et ça se paiera au bout de peut-être 50, 100, 150 vidéos que vous ferez. Mais c'est la régularité, la rigueur qui fera que votre audience elle sera fidélisée. Et ensuite, vos contenus. Moi, je vois différents types de contenus. Ça va être les contenus écrits, les posts, tout simplement, que vous allez faire sur les réseaux. Les contenus visuels, donc photos ou création de visuels purs, que vous allez pouvoir faire sur Canva, par exemple. Vous allez avoir les contenus vidéo, évidemment. Vous allez avoir le blog, où là, c'est pour moi extrêmement important d'avoir aussi un blog aujourd'hui dans son activité. Et la partie newsletter. Pourquoi ? Parce que c'est un des meilleurs moyens pour fidéliser votre communauté déjà présente. C'est un très bon moyen pour acquérir de nouveaux prospects et vendre, en fait, scaler vos ventes de manière considérable. C'est-à-dire que vous envoyez un mail à 10 personnes ou 1000 personnes dans votre base mail, si vous avez 1000 personnes dans votre base mail, vous faites une promo sur les croquettes pour chat, et vous êtes sûr que vous allez avoir certainement beaucoup plus de ventes pour un coût unitaire de 0 en instantané. Vous n'allez pas faire de publicité, vous allez juste faire un mail que vous allez envoyer à votre communauté et vous allez donc pouvoir vendre vos contenus là-dessus. Vous allez pouvoir vendre vos croquettes à travers ce mail. Vous pouvez rajouter une petite vidéo pour présenter justement votre promo du jour. Ça vous prend 30 secondes, vous filmez face caméra, vous annoncez la petite promo réservée justement aux abonnés de la newsletter. Ça permet de vraiment resserrer les liens avec votre communauté. Et là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire vos ventes. Et alors, justement, Vincent, peut-être que tu en parleras après de comment on fait, mais Clémentine, puisque tu prends beaucoup l'exemple de ta boîte, effectivement, c'est intéressant. Se poser une question que je relais, du coup, c'est comment on sait à quel moment on peut faire soi-même et à quel moment il faut faire. Parce que d'après ce que tu dis, il faut quand même beaucoup de spontanéité. On a l'impression que c'est un peu simple. On sort son téléphone, on se met avec un fond sympa, et puis voilà, on va tout de suite faire une espèce de mini reportage des coulisses, etc. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Ou voilà, peut-être que j'avance un peu sur des slides. Non, du tout, mais tu fais bien de poser la question. Alors, c'est pour se poser un peu la question, quoi. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'évidemment, il faut une certaine aisance à l'oral. Quand vous parlez à quelqu'un, vous le regardez dans les yeux, en général, quand vous le respectez. Sinon, si vous parlez à quelqu'un et que vous regardez ailleurs, bon, la personne ne va pas trop apprécier. Vous avez cette espèce de reflet, en fait, dans le regard qui permet de capter votre audience. Par contre, si vous commencez à parler et que vous regardez un objectif d'une caméra ou simplement de votre objectif de téléphone, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous allez vous revoir sur un retour écran, vous allez vous dire mais mon Dieu, mais je ressemble à rien, je suis moche, je suis dégueulasse. Enfin, personne ne s'aime face caméra, sachez-le. Moi le premier. Je n'aime pas ma voix, je n'aime pas ma tête, je n'aime pas du tout. Et pourtant, ça fait 3 ans que je fais des chroniques sur TV Tour, je fais la vidéo face caméra, je n'aime pas me regarder. Et le pire, c'est que je dois me monter moi-même. Je dois monter mes vidéos. Donc imaginez les youtubeurs. Je prends l'exemple, Squeezie, Cyprien, Norman, mais il y en a énormément d'autres comme Amixem, qui font ça et qui ont commencé par se regarder et faire le kéké face caméra avec personne autour. Il y a un gros sentiment de solitude, sachez-le. On se sent seul, parce qu'on se dit, je fais le con face caméra, il n'y a personne qui m'entend, ou alors le bureau il est fermé, mais il y a certainement quelqu'un à côté qui m'entend, et qui est en train à moitié de se foutre de moi, et en fait, on se sent un petit peu nul. Un conseil que je peux vous donner, prenez votre téléphone déjà, vous vous filmez une fois par jour pendant, 15 secondes, vous racontez quelque chose. Faites ça pendant 15 jours. Vous pouvez filmer 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Vous prenez le temps justement de vous filmer un petit peu, de parler, essayer. Et vous verrez que au fur et à mesure, vous allez prendre l'habitude de parler face caméra et d'accepter en fait le retour que vous avez de vous. Et une fois que vous aurez fait cet exercice, vous vous direz, ok, je vais commencer peut-être à faire de la story. Si vous êtes sur Instagram,
faites de la story et vous verrez que ça va commencer à engager un petit peu. Et nous, en tant que consommateurs, on est très friands de ça, au contraire. On aime voir des gens qui nous parlent à travers les stories parce que c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus authentique, justement, c'est beaucoup plus spontané, comme tu dis, Guillaume. Mais il y a un petit travail à faire en amont de ok, je vais prendre le temps de m'accepter face caméra avec mon téléphone, je vais trouver le bon angle, est-ce que je parle comme ça, est-ce que je parle comme ça, est-ce que je parle en contre-plongée. Et en fait, c'est difficile à appréhender, mais c'est un temps à prendre justement pour ça. Après, en termes de matériel, on pourra en reparler, mais commencer avec votre téléphone, c'est très bien. En fait, téléphone avec une bonne caméra, évidemment, si vous avez un bon objectif, objectif face caméra ou objectif de caméra classique de votre téléphone, ça fera très bien l'affaire. Mais si vous voulez après évoluer un petit peu, acheter du matos, etc., honnêtement, c'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée, c'est que là, on est plus dans un optique de comment vous pouvez faire de la vidéo de manière indépendante. Et puis, je pense que, pour avoir aussi été un peu dans ce cas-là, et traverser évidemment toutes ces étapes que tu décris en disant c'est horrible, ma voix est horrible, ma tête est horrible, le fond va pas, etc. Enfin bref, on voit que du négatif. Quelque part, je pense que c'est un peu un passage obligé parce que passer par un professionnel, alors oui, sur la technique, sur certains aspects, ça va donner une qualité supplémentaire. Mais si on a du mal à parler, si on bégaye, si on a un jugement très négatif sur ce qu'on fait, ça va rester quoi qu'on fasse. Donc, à la limite, autant essayer de faire ça un peu en mode artisanal. Il y aura des défauts, mais au moins, ça se comprend parce que c'est le début. Et c'est vous commencez, c'est normal, et tous les youtubeurs qui ont commencé pour faire de la vidéo ont commencé par faire des trucs, des magouilles, des trucs, des bidouillages et tout, et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, si vous commencez à faire de la story, déjà, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir fait quelque chose. On ne vous a pas reproché d'avoir lancé votre boîte, on ne vous a pas reproché d'avoir créé quelque chose, donc on ne va pas vous reprocher de faire évoluer votre communication en faisant de la story ou de la vidéo sur TikTok, Snap, etc. Donc, il faut vraiment passer cette barrière. C'est vraiment vous avez vraiment tous des croyances limitantes, hein, mais même moi le premier. Hein. On a tous ça, de dire mon Dieu, mais c'est pas fait pour moi, je peux pas m'accepter, etc. C'est normal, c'est qu'on a tellement l'habitude d'avoir une image de soi qui est en face caméra, qui est négative, que on n'a pas forcément l'envie de se dire je vais m'exposer, on va se moquer de moi, je vais passer pour un mec ridicule ou on va se foutre on va se moquer. Enfin, non, il faut passer au-dessus de ça, il faut que vous puissiez prendre le temps de vous lancer. Donc, faites cet exercice déjà, dans un premier temps. Vous filmez une fois par jour pendant 15 jours, pendant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Racontez votre journée, tout simplement. Et ensuite, vous vous dites, OK, c'est bon, je me lance sur la story. Et ensuite, après, vous pourrez vous lancer sur la petite vidéo, sur TikTok, etc., etc. Ouais. Alors là, tu vas nous parler des objectifs. J'en profite parce qu'il y a des questions qui reviennent là dans le chat. Ouais. C'est sur la difficulté à vraiment identifier l'impact de la vidéo. Donc les deux sont liés, hein, je pense. Hein, le pourquoi et la mesure de l'impact sont liés. Donc je pense que tu vas en parler. Mais en tout cas, ce qui revient là, d'après les participants, c'est que c'est difficile de mesurer. Olivier nous dit le nombre de vues ne traduit pas le nombre de personnes intéressées pour acheter le produit. C'est vrai. Shaimei nous dit on fait des webinaires, il y a plus de 80 participants, mais on n'arrive pas à mesurer l'impact derrière. Donc, au final, c'est beaucoup de temps passé pour quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer. Donc, voilà, pourquoi faire tout ça? Alors pourquoi faire exactement. Il y a deux sujets, effectivement. Je reprends la question la remarque d'Olivier qui est vraie. Le nombre de vues ne traduit pas le nombre de personnes intéressées pour acheter le produit. C'est vrai. Tout comme quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous faites de l'ADS, vous allez toucher potentiellement 150 000 personnes, mais vous n'allez pas avoir 150 000 personnes qui vont être intéressées pour acheter le produit. La vidéo, ça va être une étape de je te donne un petit carré de chocolat pour te donner envie de revenir après et voir un petit peu ce qui se passe par la suite, pour en reprendre un deuxième. Si vous arrivez et que vous faites une vidéo de 15 minutes et que vous expliquez toute votre stratégie, toute votre boîte, et qu'en fait, clairement, vous allez prendre la tablette de chocolat, vous allez l'enfoncer dans la gueule de votre prospect, il va faire une crise de foie, il va dire « je ne reviens plus parce que clairement, tu m'as dégoûté ». Donc déjà, il y a une première chose à faire, c'est de ne pas faire des contenus qui sont trop longs, où vous donnez trop d'informations et où surtout, vous ennuyez votre prospect.
Et c'est vrai que le nombre de vues ne traduit pas le nombre de personnes intéressées. Vous pouvez avoir des vidéos sur LinkedIn avec faire 150 vues et avoir qu'une personne qui va être intéressée et venir vous voir en commentaire, en message privé, et vous pouvez avoir quelqu'un qui va faire une vidéo, qui va poster sur LinkedIn, qui va faire 10 likes, mais qui va avoir 3 personnes intéressées pour faire du business. C'est ce qui est arrivé à quelqu'un que j'accompagne sur sa stratégie vidéo. Elle a posté des vidéos sur Instagram et sur LinkedIn. Ces vidéos sur Instagram, donc en format Reels de moins d'une minute, ont bien fonctionné. Elle a eu plus de vues que quand elle les faisait elle-même. Et donc ça, c'est un objectif de popularité, de notoriété. Et ces mêmes vidéos qu'elle a postées sur LinkedIn, elle a eu beaucoup moins de likes, elle a eu une dizaine de likes, sauf qu'elle a signé 3 clients derrière. Donc oui, le nombre de vues ne reflète pas le nombre de personnes intéressées. Tout dépend de la qualité du contenu que vous allez faire, de la pertinence du contenu que vous allez de la réponse en fait que vous allez apporter à votre prospect. Et pour ça, vous pouvez très bien utiliser un outil qui s'appelle Answer the Public, où vous voyez toutes les questions que se posent vos prospects en lien avec votre activité. Vous avez Quora aussi, il me semble, qui permet de faire ça. Ça permet du coup, vous, de regarder toutes les questions posées en lien avec votre activité et vous vous dites, bon bah voilà, s'il n'y a pas de réponse, je vais créer du contenu pour répondre à cette question. Parce que si cette personne se pose la question, j'imagine que d'autres personnes qui ressemblent à ce persona vont se posent exactement la même question. Donc je vais créer du contenu pour faire ça. Maintenant, la question de Shaima qui dit, on fait des webinaires à plus de 80 participants, mais on n'arrive pas à voir l'impact. Effectivement, un webinar, c'est un live en instant T. Donc évidemment, vous allez faire votre live à l'instant T, vous allez avoir 80 participants, donc potentiellement 80 mails. Derrière, ça permet donc de créer du lien avec ces 80 personnes, puisque vous allez potentiellement envoyer une stratégie d'emailing pour apporter du contenu supplémentaire. Peut-être un PDF, peut-être une étude de cas concrète, peut-être le replay justement du webinaire. Ce webinaire, vous allez peut-être le découper en plusieurs parties. Vous allez faire une vidéo complète en replay sur YouTube, vous allez peut-être le découper en plusieurs parties, petits épisodes que vous allez balancer comme petit teasing sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, peu importe sur les réseaux que vous allez être. Et donc ces petits teasings, vous renvoyez vers le replay global qui est sur YouTube. Et donc de ce replay, vous allez faire un lien qui renvoie vers votre site ou vers un Calendly ou le landing page qui permet de promouvoir votre produit ou votre service. Donc en fait, quand vous faites un contenu vidéo, dites-vous que vous pouvez le décupler à l'infini. Vous allez investir peut-être une certaine 1000 ou 2000 euros dans une vidéo, ou peut-être dans plusieurs petites capsules vidéo qui vont vous servir par la suite à les diffuser un petit peu partout, les découper et les réutiliser. Dites-vous que quand vous avez là l'exemple du webinaire, c'est très bon, c'est que vous pouvez très bien le réutiliser et vous pouvez très bien l'envoyer dans la newsletter de tous vos clients actuels, pour ceux qui n'étaient pas là et qui ont raté les replays. Ça permet encore une fois de créer du lien. Donc, ce contenu vidéo que vous créez en webinaire, vous pouvez le découper, le décupler, et derrière, vous pourrez mesurer l'impact, parce que vous allez le mettre sur YouTube, vous allez le mettre sur toutes les autres plateformes, et donc, vous allez pouvoir mesurer, quantifier le nombre de personnes qui sont venues, et donc, en fonction de ça, combien j'ai de personnes qui ont vu tous mes contenus. À partir de ça, le taux de rebond qui me renvoie vers YouTube, et le taux de rebond qui me renvoie vers ma landing page. Et à partir de ça, vous allez avoir vos taux de conversion, et ça, c'est votre taf après, de faire en sorte que quand les gens atterrissent sur votre site ou votre landing page, ce soit sexy, ça donne envie, et qu'on ait envie de prendre rendez-vous, ou d'acheter votre produit, ou de réserver une démo, ou peu importe. Voilà. En fait, ça rejoint un peu des trucs que tu disais en introduction, c'est que c'est pas la vidéo, c'est pas le Graal, c'est pas le truc, voilà, ok, ça y est, d'un coup je me lance sur la vidéo, ça va tout changer. De la même manière, la vidéo, c'est un élément en fait de la stratégie, mais qui doit s'intégrer au milieu de tout un ensemble d'autres stratégies et sur plusieurs plateformes. Enfin, voilà, il vaut mieux aller chercher un peu le morcellement pour identifier ce qui marche ou ce qui marche moins bien. C'est ça un peu ce que tu... C'est comme la communication, c'est la culture du test en fait. La vidéo, c'est de la com. Donc, vous allez tester des publications, vous allez dire, ok, je vais tester tel type de publi. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On voit sur plusieurs mois et ensuite on fait une analyse et une petite rétrospective là-dessus. À partir de ça, vous dites, on corrige le tir, on va à gauche, on va à droite ou on continue tout droit. Mais il faut que vous disiez, ok, on a créé un contenu vidéo, je vais l'intégrer dans cette stratégie de com, même pour le live, pour le webinaire, et ok, on l'intègre. Maintenant, comment est-ce que ça s'intègre dans cette stratégie de communication globale? Comment est-ce qu'on redistribue par la suite
tous ces différents contenus. Et l'avantage, c'est que la vidéo, vous le créez une fois, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Là, typiquement, avec Digital Bird Valley, vous pouvez très bien... Le live, il peut être en replay comme j'ai dit, sur YouTube. On le fragmente en fonction des différentes questions qui peuvent être posées, et ensuite, on le redistribue sur les différents réseaux sur lesquels sont présents DLV. Autre exemple, vous connaissez certainement le podcast Génération du It Yourself de Mathieu Stéphanie. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir. Je pense que notre cher Théo va nous trouver le lien et le balancer. C'est donc Mathieu Stéphanie fait des lives des podcasts qui durent 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures des fois. C'est assez fou, très intéressant, très pertinent. Là maintenant, cette stratégie, c'est qu'ils ont filmé, en fait, ils filment le podcast. Ils en font des capsules en format Reels, donc en format 9/16e, qui diffusent ensuite sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn. Et donc, ces petites capsules sont redirigées vers ensuite le podcast Génération Do It Yourself pour l'écouter entièrement. Ça permet de créer du trafic, ça permet d'attirer du monde et de faire connaître justement le podcast à plus de monde. Et donc, c'est exactement cette même stratégie que vous faites, qu'une autre boîte qui s'appelle Scalesia font aussi, c'est que quand ils font un live, ils transforment ça en newsletter, ils transforment ça en sorte de petit e-book réécrit. En fait, ils font une transcription écrite, ils en font un article de blog, ils en font une formation en ligne, ils le redistribuent dans plusieurs posts en fait à travers sur LinkedIn. Enfin, c'est les rois ce qu'on appelle le repurposing, c'est de retravailler les contenus, de rediffuser en fait le même contenu, mais de manière différente. Voilà, écoute, si j'ai répondu à ta question, Shaymas, c'est avec plaisir, évidemment. Donc, évidemment, pourquoi faire je l'ai déjà dit plusieurs fois, trouver des nouveaux clients, gagner en visibilité, asseoir son expertise, devenir un key opinion leader. Ça, c'est un peu les influenceurs professionnels. Donc, c'est des Nabila, mais qui font de la bonne com. Je prends l'exemple pour ceux qui sont sur LinkedIn et qui ont suivi là il y a quelques semaines, il y a eu une grosse campagne de com sur Trade Republic, dont un tourangeau qui s'appelle Antoine Perrigne, ami de cœur, qui nous a fait une petite campagne là-dessus, et qui était très transparent avec tout le monde. Il nous a fait un post en demandant ok, je vais commencer à faire un post sur ça, est-ce que ça vous parle, c'est la première fois que je le fais, vous pensez que je peux demander combien, etc. On ne devient pas un key opinion leader du jour au lendemain en se disant tiens, je vais le devenir. Ça se fait un petit peu naturellement. C'est si vous avez une popularité, une notoriété, que quand vous prenez la parole, en fait, vous avez un vrai impact sur ce que vous dites, oui, vous avez votre parole compte énormément. Demain, vous avez des influenceurs ou des youtubeurs ou des pros sur LinkedIn qui ont une très bonne communauté, qui disent j'ai une très mauvaise expérience avec telle boîte et ils décrivent le truc, vous êtes sûr que derrière, l'image de marque de l'entreprise en question va en prendre un coup et il y a certainement quelques clients qui vont se casser. Donc voilà. Mais restons sur les 3 premiers axes qui sont des nouveaux clients, visibilité, et surtout asseoir son expertise. J'en parlais avec Guillaume juste avant qu'on lance le live. Vous avez tous une expertise dans votre métier, vous avez tous un produit ou un service qui est incroyable. En revanche, dites-vous que votre marché peut-être n'est pas assez éduqué à ça. Donc à vous aussi d'avoir une vraie casquette pédagogique, de vulgariser en fait ce que vous proposez pour que les gens comprennent réellement ce que c'est. Quand on a eu l'arrivée de la blockchain, quand on a eu l'arrivée des NFT et du Web3, je peux vous dire que pour essayer de vulgariser, faire comprendre ça à ma mère, déjà, et ma grand-mère, je vous laisse imaginer le bordel, mais essayer de faire comprendre déjà ce qu'est un NFT aujourd'hui, je vous laisse imaginer à quel point ça doit être compliqué de faire comprendre ça aux gens aujourd'hui. Parce que tout le monde est largué aujourd'hui. Je vois très peu de gens qui arrivent à expliquer clairement un NFT, c'est ça. Et non, je ne vends pas de NFT perroquet empaillé. Je suis désolé de vous décevoir. Mais c'est. On fera un live sur les NFT à l'occasion pour que tout le monde voit un peu plus clair. Moi, le premier. Mais oui, je pense que il y en a qui sont déçus. Non, mais après, on peut en discuter. S'il y a une vraie communauté qui se lance je lance un Discord et on verra. Peut-être que je pourrais faire des perroquets empaillés en 3D. Ça marche. Ensuite, des idées. Évidemment, moi, je suis là pour vous donner des idées, pour vous aider à faire évoluer votre communication à travers la vidéo.
quelques idées déjà que vous pouvez faire. Je peux en parler tout à l'heure, des études de cas. J'ai discuté avec une agence de com, c'était quand mardi soir, qui me dit, ouais, mais moi, pour la com, je sais pas quoi faire en vidéo ou autre. J'ai dit, ben, tu prends on dit, nous, on fait du sur-mesure pour nos clients. Et ben, vous prenez chacun le client en question et vous faites une sorte d'étude de cas rétrospective sur, voilà, on a accompagné tel client, on a commencé de là, le projet s'est passé comme ça, on a fait ça, on a mis ça en place, etc. Et voilà ce qu'on a sorti. Ça permet aussi aux futurs clients qui vous regardent de dire, ok, en fait, ils ont des schémas qui sont vraiment personnalisés pour chaque client, puisqu'ils font du sur-mesure, et donc ça renforce la promesse de on fait du sur-mesure. Donc l'étude de cas, c'est extrêmement cool, parce que vous pouvez non seulement en faire de la vidéo, vous pouvez en faire un petit PDF comme un e-book que vous pouvez envoyer aussi à vos prospects par mail après les webinaires, par exemple, où vous allez pouvoir du coup démontrer et rassurer en fait votre prospect que votre solution fonctionne bien. Des témoignages clients, je l'ai fait avec une agence qui s'appelle Bras droit des dirigeants, où on allait filmer 3 clients sur la satisfaction justement de l'accompagnement bras droit à travers les résultats des différents services commerciaux, financiers, direction générale. Donc en fait, c'est extrêmement cool parce que on voit déjà d'autres têtes. C'est pas l'entreprise qui parle, mais c'est les clients qui ont été accompagnés. Donc on s'identifie justement à ces clients et on a une vraie empathie de ah ouais, mais si pour eux ça a marché, je pense que pour moi aussi j'ai besoin d'eux, quoi. C'est la solution qu'il me faut. Et c'est surtout que les clients disent moi j'ai eu tel problème et donc j'ai fait appel à eux et aujourd'hui j'en suis là. Donc il y a un vrai storytelling en fait qui s'installe et c'est ça qui est extrêmement intéressant pour les prospects qui vont vous regarder. Ensuite, la partie démo produit ou service, ça c'est simple, vous faites des petits tutos, vous montrez comment fonctionne votre solution à travers plein de petites vidéos, ou alors, exemple, on reprend le côté small business, vous faites une marque de fringues, comment laver votre produit, votre suite, comment laver votre t-shirt, des conseils justement d'entretien, et ça c'est extrêmement bien. Et pareil pour la partie service, nouvelle fonctionnalité, voilà comment ça marche, des petits tutos. Ceux qui marchent très bien, c'est Wallaxy, anciennement Prospectine, qui nous permettent de faire de la prospection sur LinkedIn. Et en fait, ils ont un espace blog avec des masterclass, des replays, avec justement des parties tutos de comment fonctionne l'outil, qui sont extrêmement intéressantes, avec les scénarios, etc. Donc vraiment, inspirez-vous de ce que eux font. Je pense que ça pourrait vachement vous aider. Et puis évidemment, retour sur événement. Il y a l'exemple la soirée digital, le premier afterwork qui a eu lieu Digital Loire Valley à MAM. Il y a eu un petit retour sur l'événement, un after movie, et c'est extrêmement cool parce que tout le monde se voit, on voit un peu comment ça se passe, on se dit mince, je l'ai loupé, c'était cool. Ça permet aussi d'utiliser cette vidéo en teasing du prochain afterwork ou prochain événement de voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous avez loupé. Donc ce coup-ci, venez parce que ça va être cool. Et aussi, retour sur événement, mais aussi annonce d'événements. Par exemple, vous faites une promo, vous fêtez votre premier anniversaire de lancement de boîte, votre 2e, 3e, 10e anniversaire, et donc là, vous avez une énorme offre qui se lance justement, donc là, rien de mieux que de le faire en vidéo, parce que ça peut devenir extrêmement viral. Vous faites un jeu concours aussi, faites une petite vidéo, et vous verrez que ça marchera très bien. Et pour moi alors, donc pour vous, évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire ? La question, c'est justement, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, avant qu'on passe à la finale? Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Il y avait une question tout à l'heure au début du live, une question de Rémi sur la diffusion. Voilà, est-ce qu'on relaie les vidéos sur tous les réseaux, des vidéos de contenu, des vidéos de promotion, des publicités? Enfin, tu nous as donné un aperçu de pourquoi, et tu nous as donné des situations assez différentes qui sont très complémentaires. Il y a un peu un risque de se perdre aussi là-dedans. Comment on fait pour déterminer ce par quoi on commence et où est-ce qu'on envoie telle ou telle vidéo? Alors, dans un premier temps, effectivement, je parlais des réseaux. Donc, sélectionnez vos réseaux sur lesquels vous souhaitez diffuser les vidéos. Soyez régulier. Dites-vous, je fais une vidéo par mois que je vais balancer qui va parler de telle thématique. Ça ne sert à rien de vous speeder en disant là je vais faire 3 vidéos par semaine, machin, et puis au bout de 3 semaines, en fait, vous abandonnez, vous dites en fait je fais plus parce que j'ai plus la motivation, j'ai plus le temps. Dites-vous, je fais une vidéo par mois, comme ça vous êtes tranquille, et vous pouvez même mutualiser le tournage. C'est-à-dire que vous pouvez créer 6 mois de vidéos, donc à raison d'une vidéo par mois, ça fait donc 6 vidéos, jusque-là calculez bon, et vous dites ok, ces 6 vidéos, je vais les tourner sur une journée. J'ai écrit mes scripts,
j'ai ma caméra, j'ai mon téléphone, j'ai mon micro, machin. C'est parti, j'ai une journée, je fais que ça. Et ensuite, vous montez vos vidéos de manière très simple. Il y a plein d'outils gratuits qui existent, comme Canva, qui propose aussi le montage vidéo. Vous avez aussi Clipchamp. Hop, je vais marquer ici, parce que sinon... qui permet de monter de la vidéo assez facilement. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Si vous avez d'autres, lancez-les. Mais... et donc ça permet déjà de vous dire, ok, j'ai mes 6 mois de contenu qui sont prêts, je suis tranquille avec ça, je suis serein, je vais pouvoir publier une vidéo par mois. Ensuite, ça va être du contenu. Rémi pose la question, vidéo de contenu, vidéo de promotion, publicité. Je ne conseille pas tout de suite de mettre de la publicité sur de la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise déjà avec la fonction ads de vos réseaux sociaux. Pour moi, je préconise vidéo de contenu où vous allez apporter quelque chose justement à votre communauté. Il faut que vous mettiez dans la peau de votre client de qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre en échange du temps qu'il m'accorde. Moi, je suis client, je viens sur LinkedIn, je vois un post ou une vidéo, tu me proposes 2 minutes ou 3 minutes de vidéo, qu'est-ce que tu m'offres toi en retour du temps que je passe à t'écouter? Si vous êtes là pour raconter un truc chiant à mourir, que comment vous avez lancé votre super startup, que vous avez fait 15 millions de levées de fonds et qu'au final vous apportez rien d'intéressant, on va vite passer à autre chose. Par contre, si vous rapportez une étude de cas concret, un témoignage client, vous dites voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai appris tel truc, etc. Un conseil que vous pouvez donner aux gens qui suivent, ou justement les clients, tenez, regardez, nouvelle fonctionnalité, voilà comment ça marche. Là, vous allez apporter de la valeur ajoutée à la personne qui vous écoute, qui vous regarde. Donc, je préfère, dans un premier temps, vous recommander de faire de la vidéo de contenu, car cette vidéo, vous allez pouvoir la réutiliser. Rien ne vous empêche, 6 mois plus tard, de repartager cette même vidéo. C'est pas un problème. Rien ne vous empêche de cette vidéo de l'utiliser sur votre site, sur YouTube et sur d'autres réseaux. Ensuite, la vidéo de promotion, si je comprends bien, Rémi, pour toi, la vidéo de promotion, ça va être la vidéo où tu vas promouvoir ton activité, où tu vas présenter ce que tu fais. Ça peut être bien, évidemment, mais il y a un gros risque, c'est de tout de suite tomber dans le kitsch ou le corporate de je suis assis sur un tabouret, je parle face caméra et je dis bonjour, je m'appelle Vincent Péchon et je suis vidéaste et voilà, voilà ce que je fais au quotidien. Au quotidien, je fais de la vidéo et j'aime ça. On s'en fout. Et le problème, c'est que si vous voulez un truc un peu original sur la vidéo de promotion, un truc qui fasse en mode vraiment impactant, et évidemment, ça va représenter un certain budget. Et budget que quand on se lance, on n'a pas forcément. Donc, c'est pas ce que je recommande en premier. Quand vous allez avoir un certain budget à utiliser, à dépenser, vous le mettez de côté, vous économisez, et là, vous l'utilisez à ce moment-là. Mais dans un premier temps, si vous avez un bon profil LinkedIn, que vous communiquez sur LinkedIn, parce que votre cible est en B2B ou B2C, principalement B2B évidemment, et que vous avez une bonne stratégie vidéo, où vous apportez des choses aux gens, et ce sera beaucoup plus intéressant que de dépenser 3 000 € ou 4 000 € pour une vidéo qui va certes être sympa, mais que vous allez utiliser une fois parce que ça va être juste de promouvoir votre activité. Ok, super. J'en profite pour relayer une nouvelle question de Clémentine que j'attendais parce que c'est une question centrale. Qu'est-ce que tu penses des sous-titres sur les vidéos? Est-ce qu'il faut toujours en mettre, vu que y a des vidéos qu'on regarde des fois quand on est au bureau, dans les transports, etc. On n'a pas forcément ses écouteurs, tout ça. Voilà, on fait quoi des sous-titres? Parce que c'est quand même un peu compliqué techniquement des fois. On les fait, s'il vous plaît. On les fait. Il n'y a pas photo en termes de taux de rétention, que ce soit sur des vidéos que vous utilisez dans des campagnes d'ads et que vous utilisez au quotidien. Il faut mettre des sous-titres. Déjà, dans un premier temps, c'est inclusif, parce que les gens qui sont sourds, ils ne peuvent pas forcément entendre votre vidéo, alors que ça peut être des gens qui peuvent être intéressés par votre produit. Donc, essayons de respecter évidemment tout le monde là-dessus. Et donc les sous-titres apportent voilà, comme tu dis Guillaume, on est dans le tram, on est dans les transports en commun, on a envie justement de regarder une vidéo, mais sans le son, parce qu'on est en train d'écouter notre playlist sur Spotify, ou Deezer, peu importe. Et on a envie de juste lire la vidéo, mais avec les sous-titres, c'est tout. Donc c'est pour ça que les sous-titres, c'est une priorité à faire à chaque fois. Vous avez Simon Says, qui permet de faire des sous-titres, de sous-titrer vos vidéos avec une détection automatique. Alors, il
il y a une... voilà, Delphine, de rien. On vient de répondre à Delphine. Vincent, tu vas plus vite que les questions, c'est terrible. Désolé. Ça permet justement de sous-titrer vos vidéos. Vous pouvez corriger, en fait, il y a une sorte d'intelligence artificielle qui va détecter vos vidéos, le son, et qui va du coup ajouter les sous-titres. Après, à vous de corriger justement l'arrivée des sous-titres et les fautes qu'il peut y avoir. Si vous faites déjà du montage sur l'outil Premiere Pro, Premiere Pro le fait déjà. Donc ça, c'est très bien. Et après, pareil, vous corrigez un petit peu les différents sous-titres. Et puis voilà, mais Simon Says, c'est déjà un très bon outil qui permet de le faire. Et puis clairement, mettez-les en fait. C'est beaucoup plus performant, beaucoup plus intéressant. Ça permet d'avoir une lecture dans le fil d'actualité sans pour autant cliquer sur la vidéo. Et voilà, regardez, exemple, aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, j'espère que tout le monde l'a sur cette mise à jour, vous êtes sur la page de, la page de recherche de vos vidéos. Et bien, si vous laissez la vidéo se charger automatiquement dans cette page de recherche, elle va commencer à se lire automatiquement, mais vous allez surtout pouvoir accélérer la vidéo sans pour autant cliquer sur la vidéo. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Je trouve ça trop trop cool. Voilà, petit aparté là-dessus. Toujours bon à savoir. Ouais. Ok, hop. Ensuite, donc voilà, je vous ai fait les pour et les contre, on va dire, sur la partie vidéo. Donc, les gros avantages de la vidéo, un ROI de dingue, je vous l'ai déjà dit, sur du long terme, facile à consommer, le côté un peu ce qu'on appelle du snack content, c'est-à-dire que c'est de la vidéo courte qui va se consommer assez facilement, rapidement, entre 1 minute, 1 minute 30, et donc vous allez pouvoir les enchaîner, ce que fait un peu TikTok ou les Reels sur Insta. Très populaire, évidemment, et puis ça permet d'éduquer vos prospects. Donc là, ça rejoint tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. En revanche, évidemment, il y a un taux de production qui est assez long, parce que quand on ne sait pas faire de montage, ça s'apprend, évidemment. C'est pour ça qu'il y a des outils simples qui existent pour ce type pour pouvoir faire du montage simple et rapide. Si vous voulez un petit peu évoluer et avoir du bon matériel, vous pouvez acheter un ring light. Vous savez, c'est un anneau lumineux, vous pouvez mettre votre téléphone au milieu, et vous pouvez donc parler avec un éclairage avec un peu plus de lumière sur vous, quoi. Après, attention, parce que c'est ce que beaucoup d'influenceuses utilisent, et donc ça peut avoir une tête un peu trop suréclairée. Et puis, voilà, un micro-cravate, vous pouvez trouver ça sur Amazon, ça coûte 20 balles ou 30 balles si vous prenez la marque Rode, que je recommande. Hop là. Tac. Vous pouvez regarder ce qu'ils font. Pour moi, c'est ce que je prends comme matos. C'est de la très bonne qualité. Et puis, certaines compétences spécifiques, évidemment, parce que ça s'apprend, hein, le montage. Même le montage simple, ça s'apprend au fur et à mesure. Et vous verrez que plus vous en ferez, plus vous aurez des mécaniques de montage, et vous réduirez votre temps de production. Je pense que c'est important ce que tu dis sur le ROI. Tu mets ROI de dingue à long terme. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le long terme, quoi. J'insiste, je l'ai dit tout à l'heure. On a l'impression que voilà, maintenant la vidéo ça cartonne parce que YouTube. Après, ça dépend beaucoup de l'algorithme. Il y a de plus en plus de compétition. Bon, il y a d'autres réseaux. On a vu aussi sur LinkedIn qu'il y a eu une période où la vidéo ça cartonnait, et puis depuis 1 an ou 2, c'est complètement en perte de vitesse, j'ai l'impression. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est acquis. Ça reste relativement aléatoire, et en tout cas au bon vouloir des plateformes sur lesquelles on publie, mais dans tous les cas, c'est pas du tout quelque chose qui fait décoller instantanément. Les seuls qui décollent instantanément avec de la vidéo, c'est des gens qui sont présents depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et dont on voit pas forcément le travail, mais qui ont accumulé en fait toute cette fidélisation de communauté, etc., pour pouvoir faire en sorte que quand ils shootent, ce soit immédiat. Mais il faut beaucoup de temps pour ça. Oui, ça prend du temps. Les résultats ne sont pas immédiats, ne sont pas instantanés. Mais par contre, sur le long terme, vous allez avoir... il y a d'énormes bénéfices justement là-dessus. Pour répondre à Christophe, oui, il me semble que tu peux rajouter un fichier sous-titre. Donc en fait, ça s'appelle des fichiers en .srt. Ça, c'est normal, c'est ce que Simon Says va vous sortir normalement. Donc les fichiers .srt, c'est des fichiers sous-titres que vous allez pouvoir ajouter ensuite sur YouTube. Je t'avoue que je ne l'ai jamais fait en post-publication de vidéos sur YouTube. J'ai toujours fait en même temps. Donc à vérifier si oui ou non on peut publier. Il me semble que oui. On peut modifier la vidéo et rajouter un fichier sous-titre.
On peut parce que le fichier sous-titre est indépendant de la vidéo d'une certaine manière sur YouTube et en fait, il y a aussi un module d'auto-rédaction Oui, des ouais, c'est sous-titres. ça. Il Bon, génère après, les sous-titres. ouais, il est un peu, il est parfois un peu fâché avec le français, avec les noms propres, Il est etc. plus performant en anglais qu'en français, hein. Mais ça peut être une bonne base pour générer des sous-titres qu'on retraite à la main après dans un éditeur de texte, recréer un fichier SRT et l'intégrer dans YouTube après, ça peut être fait. Par contre, effectivement, on ne peut pas, enfin je parle sous ton contrôle Vincent, on ne peut pas du coup modifier la vidéo parce qu'une fois qu'une vidéo est créée dans YouTube, on ne peut pas la modifier. Donc si on importe une nouvelle avec par exemple des sous-titres incrustés, bah, YouTube va considérer que c'est une nouvelle vidéo et donc on va perdre tout l'historique des commentaires, des vues, etc. Donc il faut quand même y réfléchir. Exactement. Et je vais terminer parce qu'évidemment, il y a des questions, mais pour ceux qui ont suivi le post de Guillaume où je disais qu'il y avait un petit cadeau à la fin, évidemment, il y a un cadeau à la fin, donc restez le temps que je réponde aux questions. Il faut que l'utilisateur active les sous-titres. Oui, parce qu'en fait, quand tu actives ta vidéo, tu as la possibilité d'activer soit les sous-titres automatiques, soit le fichier sous-titres qui est associé à la vidéo sur YouTube. Pareil, sur Facebook et sur LinkedIn, vous pouvez ajouter un fichier SRT. En revanche, je crois par contre, malheureusement, que quand vous avez déjà publié sur LinkedIn, vous ne pouvez pas modifier la vidéo en rajoutant un fichier SRT associé. Donc il faut en général incruster les sous-titres sur la vidéo. C'est ça, sur LinkedIn, c'est impératif, il n'y a plus d'édition après. Et d'ailleurs, il faut se méfier, je pense que l'ajout de sous-titres n'est possible que sur l'un des environnements, c'est-à-dire soit profil perso, soit page entreprise, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il y en a un des deux sur lequel, en tout cas, à une certaine période, ce n'était pas possible. Donc, c'était assez curieux. Il y a des endroits où on pouvait rajouter les sous-titres, des endroits où on ne pouvait pas. Je précise que sur YouTube, je pense que ça marche encore. Il y a un moyen de forcer l'activation des sous-titres. Il y a en fait un tag. Vous trouverez l'intitulé exact, en fait, un tag que vous pouvez mettre dans la vidéo et qui force l'affichage des sous-titres, même si l'utilisateur ne les a pas mis par défaut. Donc, ça peut être assez malin quand vous n'êtes pas passé par l'incrustation de sous-titres dans la vidéo. Je vous invite à creuser ça. C'est pour ça que moi, généralement, je mets toujours les sous-titres incrustés dans la vidéo et que je ne fais pas de fichier à côté parce que comme ça, moi, ils sont là nativement. Surtout sur la vidéo qui est sur LinkedIn, évidemment. Après, il faut savoir aussi que pour faire un petit aparté sur LinkedIn, LinkedIn a 10 ans de retard par rapport à tous les autres réseaux. C'est-à-dire que ils sont en train de comprendre qu'il faut faire de la vidéo, ils sont en train de comprendre qu'il faut mettre en place des fonds créateurs pour que les créateurs de contenu puissent valoriser la plateforme et que les gens viennent sur LinkedIn pour ces créateurs de contenu, puissent les financer pour qu'ils produisent plus de contenu, mettre à leur disposition des nouveaux outils, etc. Donc, si tout se passe bien, il y a une fonctionnalité vidéo, un peu comme TikTok ou Insta avec les Reels, qui devrait arriver sur LinkedIn. Quand? Je ne sais pas. Un jour, j'espère, parce que moi, ça me ferait plaisir. Mais d'avoir du vrai contenu pro en mode vidéo courte sur LinkedIn, ce serait, je vais dire révolutionnaire, mais ce serait extrêmement cool pour justement le côté apprentissage, partage entre pairs, mais de manière professionnelle. Voilà. Et puis du coup, maintenant, le petit cadeau que je vous avais prévu, pour ceux qui sont encore présents, évidemment. Pour les 5 premières personnes... Ah bah oui, j'ai fait LV6. LV6, ouais. Pour les 5 premières personnes qui me contactent sur LinkedIn en privé, je vous propose 1 heure ensemble pour définir 6 mois de contenu, vidéo ou communication de manière générale, principalement vidéo. On se pose ensemble, on prend ensemble 1 heure chacun pour les 5 premières personnes qui m'envoient un message en privé sur LinkedIn. Oui, Vincent Président. Est-ce que ça sera pire que ce qu'on aura le 24 avril? Je ne sais pas, on verra peut-être. On essaiera les présidentielles, le régional déjà. Non, blague à part, voilà. C'est super, c'est un super cadeau, franchement, foncez. Moi, j'aimerais pas être le 6e à te contacter parce que je vais pleurer. Et puis, je compte aussi ceux qui ne sont pas dans mon réseau et qui veulent juste une petite invitation, qui m'envoient une invitation avec une petite note en me disant coucou, j'étais là pour ça. Alors oui, Johan, LinkedIn abandonne les stories. Moi, je parlais pas des stories, je parlais de la vidéo courte, parce qu'ils ont vu que les stories, c'était nul. Mais moi, je persiste sur le côté vidéo courte, publiée, où tu vas apprendre des choses à travers l'interface, un vrai bouton à part, comme sur Insta, hein, avec le côté Reels en plein milieu. Ouais, c'est encore un réseau qui se cherche. Merci Théo. Voilà, évidemment, s'il y a des questions, je suis encore présent. Il n'y a pas le feu au flac, hein, je suis dispo.
Super, merci Vincent. Ben voilà, je vais arrêter de partager du coup ça, puisque c'est terminé, évidemment. Comme ça, on va voir nos têtes en gros. Ce sera plus quand même beaucoup plus sympa. Ouais, en tout cas, je pense que là, tu as balancé plein de choses. Ça va donner matière à réflexion. J'imagine que les uns et les autres peuvent, de toute façon, quand même te contacter, même Oui. au-delà de l'offre très généreuse que tu as faite, pour avoir des petits tips, parce que tu es quelqu'un qui est très généreux. Tu es dans l'amour et dans le don de soi. Ben oui, le don de la personne. Je sais que tu partageras plein de tips. Et c'est super de voir qu'il y a vraiment une belle communauté de gens qui donnent beaucoup de choses et qui utilisent la vidéo pour le faire. Tu parlais d'Antoine Perrine, fondateur de Social Media Family, Tourangeau de renom également, qui donne beaucoup de tips avec la vidéo. Voilà, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais dans la communauté, on sait qu'il y en a plein. C'est une très bonne manière de faire valoir son expertise sans vouloir passer pour un expert pour autant. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Tu parlais de l'honnêteté, de la transparence, de l'humilité aussi. Il ne s'agit pas de s'inventer autre que soi-même. Quelque part, c'est à la fois construire un peu un personnage, mais sans tomber dans certains excès, parce que bon, il y a les youtubeurs qui sont un peu des comédiens parfois. Et puis après, il y a quand même certains discours d'honnêteté ou d'authenticité, on va dire, à avoir. En fait, il y a sa personnalité qu'on a, on a tous notre personnalité. Quand on est en vidéo, il faut booster le curseur un petit peu à 200-300%, parce que vous verrez toujours que votre personnalité initiale que vous avez face caméra, que vous allez avoir face caméra, sera dégradée en fait en qualité par rapport à ce que vous êtes avec des gens. Et donc je sais que moi, il faut que je surjoue des fois quand je fais le con, parce que c'est ce qui... Parce qu'en fait, au final, on retrouve une personnalité, entre guillemets, normale. Je mets des grosses guillemets, hein, parce que moi, je suis un peu bizarre. Mais pour avoir justement des contenus qui sont assez dynamiques, assez sympas. Vous regardez Antoine Perrine, évidemment, sur ses vidéos. Il ne fait pas de montage vidéo. Pour autant, ses contenus, ce qui marche, c'est la créativité qu'il a. C'est le plus dur. Et la créativité, je le rappelle, c'est je prends deux éléments totalement pas opposés, mais différents, je les assemble et j'en fais quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes, je sais pas, je prends l'exemple de Clément, encore une fois Clémentine, désolé, mais sur la marque de croquettes mélangée à, je sais pas moi, les figurines pop, parce que je sais ce que j'en ai une juste à côté et j'en ai plein derrière. Je dis tiens, je vais faire une mise en scène avec des figurines pop et des croquettes pour expliquer comment ça marche le fonctionnement de la production de mes croquettes. Bah, ça peut être un concept vachement marrant où les gens disent trop cool, c'est marrant et j'apprends des choses. Et les gens ont besoin de rire. Les gens se font chier dans leur vie, comprenez-le. Donc, faites en sorte que les gens passent un beau moment quand ils regardent vos vidéos et qu'ils ressortent de là en se disant j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé, j'ai souri ou j'ai soufflé du nez, mais en tout cas, j'ai appris quelque chose. C'est les deux éléments qui aujourd'hui sont indispensables. Et j'ai déjà une personne qui m'a envoyé un message, c'est Romain Gauthier, qui m'a tout de suite dit hey, je suis intéressé. Bon, écoute, merci Vincent. Déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps, pour tous les conseils que tu as donnés. On est loin d'avoir fait le tour, mais je pense que ça aura donné un bel aperçu. De toute façon, il y a ton LinkedIn pour ceux qui veulent poursuivre les échanges et peut-être demain être accompagné par un pro pour les sujets vidéo. Voilà, on aura l'occasion de te revoir soit dans ce live, soit dans d'autres événements qu'on fera soit en un région. afterwork, hein, évidemment, s'il y a une tireuse à bière, je serai là. Pour ceux qui étaient très tristes d'avoir manqué l'afterwork à MAM, dont Vincent parlait, en octobre dernier, on en fait plusieurs prochainement. Un à Tours la semaine prochaine, plutôt informel, et puis un à Orléans au labo, ce sera mi-mai. Donc voilà, restez connectés, suivez Digital War Valley pour être au courant des actus. Voilà, on va évidemment profiter de cette belle saison ensoleillée pour refaire des événements en présentiel. Et aller sur des terrasses. Dehors. Exactement, voilà. Il me reste 2 places. J'ai déjà 3 personnes qui sont venues réserver leur créneau. Ça va vite, hein. C'est top. Ça va vite. Ok, bon. Merci beaucoup à tous. Je reste disponible évidemment si vous avez d'autres questions sur LinkedIn, avec grand plaisir.
Merci Vincent, merci pour ton temps. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Digitalk. On va parler RGPD. Ça va être quand même carrément plus sérieux là. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. RGPD, comment faire du RGPD un levier de performance dans son entreprise. On voit souvent le RGPD comme un outil un peu contraignant, un peu formel. Voilà, c'est un peu pénible. Et en fait, demain, le RGPD, ça va être un outil pour être performant, pour être concurrent, pour vous démarquer. Si vous n'êtes pas convaincu, venez nous voir au Digitalk la semaine prochaine. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre présence. Je vous dis bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée.